Bien, bonsoir à tous. Merci d'être restés tard pour cette dernière séance de ce vendredi. Donc ce soir, nous avons un sujet qui est extrêmement important et peut-être polémique, hein, qui est la question de la transition écologique par la décroissance ou autrement, par la technologie probablement. Pour se traiter de ce sujet, nous sommes assez nombreux, hein, parce que nous sommes 7. Et donc, dans l'ordre, je commencerai par une brève introduction. Ensuite, François Villeroy-Diallo, qui est le gouverneur de la Banque de France, suivra. Puis Éric Lombard, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts. Puis Jean-Pierre Farandou, vous voyez l'organisation impeccable, ils sont dans l'ordre à l'estrade. Jean-Pierre Farandou, qui est le président directeur général de la SNCF. Florent Ménégo, qui est le président directeur général du groupe Michelin. Rodolphe Saadé, qui est le président directeur général de CMA-CGM. Et en ligne de l'Amérique latine, Alicia Bárcena, qui est l'ancienne secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Amérique latine, hein, sur la Commission des Nations Unies, qui réfléchit aux questions économiques pour l'Amérique latine et qui nous donnera sa vision vue des pays émergents, hein, qui est extrêmement important. Alors je vais introduire brièvement cette session et nous avons un timing qui est assez serré, hein, puisque nous avons 1 heure en tout pour nous 7. C'est une question qui est extrêmement importante, hein. Il y a vraiment deux versions, hein, de la transition énergétique qui circulent. La version par la décroissance, hein, qui est une version qu'on pourrait appeler pessimiste, mais qui dit que la seule façon de réduire suffisamment, conformément aux accords internationaux, les émissions de CO2, c'est de réduire le PIB, hein, d'avoir moins de produits intérieurs bruts. Évidemment, cette version s'appuie sur le fait qu'aujourd'hui, la réduction des émissions de CO2 n'est à peu près que de la moitié de celle qui est nécessaire pour limiter la hausse de la température à 1,7 degré, hein, ce qui est l'objectif des accords de Paris. Et donc l'idée, c'est qu'on n'y arrivera pas, hein, par les autres techniques et qu'il faut utiliser donc la baisse du niveau de croissance ou même la baisse du produit intérieur brut dans l'absolu. Alors, ayant dit ça, il faut aussi demander comment on fait ça, c'est-à-dire comment on fait baisser le PIB. Quand vous parlez aux tenants de cette stratégie, la réponse est par les régulations, hein. On régule les différentes consommations, hein, de transport, l'alimentation, la consommation d'énergie. Donc il y a un lot général et très très complet de régulation de toutes les activités, hein, qui limite la consommation et qui est normé, hein, de façon à obtenir les émissions de CO2 qui sont souhaitées. Et le PIB, évidemment, est plus bas, hein, puisqu'on a réduit l'ensemble des consommations dans les proportions nécessaires. Évidemment, les intervenants de ce soir réagiront à cette suggestion. J'ai un vague sentiment qu'ils ne sont pas extrêmement favorables. Mais c'est une suggestion qui est partagée, en particulier par de nombreux jeunes, hein, donc il ne faut pas la prendre de façon désinvolte. Et puis la seconde stratégie, qui est proposée en général par les économistes ou par les industriels, c'est une stratégie d'investissement massif. On a une mesure, hein, qui est relativement précise et aujourd'hui consensuelle des besoins d'investissement pour la transition énergétique. C'est des investissements dans la décarbonation de l'industrie, des transports, dans la production d'électricité renouvelable, de le stockage de l'électricité, hein, à cause de l'intermittence, dans la rénovation thermique des bâtiments. Et tout ceci demande à peu près 4 points de PIB chaque année, pendant une trentaine d'années, hein, d'investissement supplémentaire. En France, ça veut dire à peu près 100 milliards d'euros chaque année d'investissement, dont nous faisons aujourd'hui la moitié. Hein, et ce qui d'ailleurs explique que la décroissance des émissions de CO2 est de la moitié de celle qui correspondrait à la trajectoire des accords de Paris. Alors avant de passer la parole aux intervenants, j'aurais juste quelques réflexions sur cette deuxième stratégie dont il ne faut pas croire qu'elle est simple, même si on voit bien qu'il y a des progrès technologiques considérables, hein, dans la production d'énergie renouvelable, dans la filière hydrogène, dans les réseaux, dans tout ce qui est smart grid. Il y a énormément de progrès qui sont faits dans des techniques diverses d'ailleurs de production d'énergie renouvelable, par exemple des techniques de concentration solaire qui aujourd'hui utilisent le sodium. Enfin, on a énormément de progrès techniques, mais cependant, hein, malgré ces progrès techniques qui sont quand même extrêmement encourageants,
Il faut se rappeler trois choses qui doivent tempérer l'enthousiasme. Un, investir plus, ça veut dire consommer moins. On n'a pas plus de PIB, on a le même PIB et il va falloir en investir une plus grande partie. Donc il va falloir être sobre dans la consommation pour pouvoir financer ces investissements. Cette économie d'après-guerre, on va détruire du capital, on ne va plus utiliser le capital fossile et on va le remplacer par un capital nouveau. Et pour pouvoir faire ça, il faut énormément investir. Donc on a devant nous un besoin massif d'investissement, comme dans les années 50. Deuxième sujet, c'est qu'il est assez consensuel que l'énergie renouvelable est nettement plus chère que l'énergie fossile, en particulier parce qu'il faut la stocker à cause de l'intermittence de la production. Et donc ça pose un problème d'inégalité et de politique redistributive qui commence à se voir aujourd'hui, pour d'autres raisons d'ailleurs, mais qui sera un sujet très important de débat politique dans la transition. Et puis le troisième sujet, c'est que la transition énergétique nécessite énormément de matières premières autres. Pensez au lithium, au cobalt, au nickel, etc. pour les batteries électriques. Pensez au cuivre pour le câblage ou à l'aluminium d'ailleurs pour la haute tension. Et donc la demande de ces matières premières est en train d'exploser. Le prix du lithium a été multiplié par 7 en un peu plus d'un an. Et donc il y a une question, est-ce que ces technologies de transition énergétique qui effectivement font faire disparaître progressivement les émissions de CO2, est-ce qu'elles ne vont pas se heurter à d'autres raretés? Et ça pose des questions, bien sûr, liées à l'économie circulaire, la capacité de réutiliser un certain nombre de métaux, par exemple, beaucoup plus intensément qu'aujourd'hui. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Et je passe immédiatement la parole à François Villeroy de Galhau, qui est tout au bout, pour, François, à peu près 6 minutes sur tes vues sur cette question. Merci Patrick et bonsoir à vous tous. Je voulais d'abord vous dire le plaisir de retrouver Aix, même sur un sujet difficile comme ce soir. Et je vais vous proposer en 6 minutes une musique en 2 temps, prestissimo. Temps 1, je vais citer un de mes anciens patrons qui disait les problèmes qui n'ont qu'une seule solution sont les plus simples. Pour le dire autrement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que ceux qui voudraient refuser la transition nous mènent non seulement à la catastrophe écologique, mais à la catastrophe économique. On a fait des études à la Banque de France sur l'effet PIB en 2100. Alors on ne prétend pas le savoir avec une précision terrible, mais si on a une transition ordonnée, elle nous coûte sur le plan économique. Notre estimation, c'est autour de 7 points de PIB. Si on refuse la transition, et à ce moment-là, on a un risque physique massif qui coûte à l'économie 3 fois plus, 20 points de PIB. On n'a pas le choix non plus, parce que alors là, je reconnais que la diversité de nos opinions n'est sans doute pas à la hauteur du thème. Je ne crois pas que la décroissance soit une stratégie ni désirable, ni suffisante. Elle n'est pas désirable parce qu'elle nous prive des revenus dont on a besoin pour financer les investissements, et elle accroît fortement les inégalités et les tensions de répartition, pour le dire de façon soft, voire la violence sociale. Et elle n'est pas suffisante en soi, parce que tout dépend du contenu de la décroissance et qu'elle est associée à une stratégie climatique intelligente. Si c'est pour garder le même mix, honnêtement, ce n'est pas une stratégie efficace. Donc, il nous reste une stratégie et une seule, c'est le découplage. Alors, le découplage donne un petit éclairage économique parce que ça se mesure. Je vais prendre le ratio le plus simple. Vous prenez au numérateur quelque chose qui traduit l'empreinte environnementale, mettons les émissions de CO2, et puis au dénominateur, quelque chose qui traduit la croissance économique, prenez le PIB. La bonne nouvelle, c'est que ces indicateurs de couplage ou de découplage, mais je vais le prendre dans le sens couplage, marquent déjà une réduction sensible de l'empreinte environnementale par point de PIB. Je ne sais pas si vous avez les ordres de grandeur, mais ils sont assez significatifs. Sur les 20 dernières années, depuis les années 90, en moyenne, le couplage a diminué à l'échelle mondiale de 1,8% par an. C'est encore mieux dans l'Union européenne. On diminue l'empreinte environnementale du point de PIB de 3,3% par an. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est très loin d'être suffisant. Et que si on veut atteindre le fameux net zéro en 2050 à l'échelle mondiale, il faut diminuer le couplage de 9% par an.
Donc multiplié par 5 à l'échelle mondiale, multiplié par un peu plus de 2,5 à l'échelle européenne. Alors du coup, j'arrive à mon temps 2, qui n'est pas contradictoire avec le temps 1 sur le fait que les problèmes qui n'ont qu'une seule solution sont les plus simples. Le temps 2, il consiste à dire qu'une solution, fût-elle unique, celle du découplage, peut être complexe et peut imposer l'addition, j'insiste sur l'addition, d'actions multiples. Il y a de multiples défis, et Patrick Artus en a cité un certain nombre. Je vais me limiter pour tenir dans les 6 minutes à 3 que j'annoncerai juste. Le premier que Patrick a évoqué, c'est la question des investissements. Évidemment, je crois qu'on est à peu près d'accord sur les ordres de grandeur. C'est très significatif, hein, c'est presque 1 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'investissements supplémentaires, mais c'est atteignable et finançable, en particulier en Europe, parce que nous avons des ressources abondantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là pour Christine Lagarde tout à l'heure, quand elle a fait applaudir ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. Ça prouve son talent. Mais l'union des marchés de capitaux, elle peut être verte. Nous avons les ressources. Je ne dis pas que c'est facile, la partie investissement, mais c'est moins difficile que les 2 autres défis que je vais citer tout de suite. Le deuxième défi, c'est que je crois qu'il n'y a pas de découplage durable, il n'y a pas d'investissement privé durable, s'il n'y a pas un prix du carbone, s'il n'y a pas un signal économique clair qu'il y a intérêt à mener la décarbonation. Et là, on rentre sur un sujet infiniment plus difficile de répartition sociale. Vous savez, le terme français qui est aujourd'hui le mieux connu dans les enceintes internationales où je suis, c'est « gilet jaune ». Hein. Le mouvement qu'il y a eu là, il n'a échappé à aucun de nos voisins. Regardez au passage ce qui se passe actuellement sur le choc énergétique Ukraine, la façon dont on se précipite pour le compenser. Je sais bien, il y a des débats démocratiques, mais ça montre qu'à tout le moins, s'il y a prix du carbone, il faut juste compensation. Il y a la technique, est-ce que c'est une taxe, est-ce que c'est des permis négociables? Il y a le niveau, est-ce que c'est le même niveau au niveau mondial, partout, ou est-ce que c'est différencié selon le degré de développement comme le FMI l'a proposé? Mais il faut un prix du carbone, et tant qu'il n'est pas mondial, il faut des mécanismes d'ajustement aux frontières. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute si on veut réussir ce découplage. Et je termine, il n'y a pas de découplage s'il n'y a pas d'engagement international global. On pourra faire tout ce qu'on veut, nous, au niveau européen, et je crois que c'est très important, je terminerai par là, mais on sait que la Chine, avec 29% des émissions, représente aujourd'hui autant que les États-Unis, plus l'Union européenne, plus l'Inde réunie. Et ça pose la question du multilatéralisme. Évidemment, il n'est pas en grande forme. Et j'aurais tendance à dire que sur le multilatéralisme, ce que Trump avait commencé, Poutine l'a achevé. Hein. Mais je crois à la possibilité d'un multilatéralisme ciblé, si j'osais, je dirais un multilatéralisme égoïste, d'intérêt, où tout le monde se retrouve, parce que sur le climat, tout le monde doit gagner. Et je termine par un mot sur l'Europe. Si je n'ai pas explosé le compteur, je crois que l'Europe, en la matière, doit avoir 2 postures qu'elle a rarement, c'est-à-dire être entrepreneuriale, prête à prendre des risques, et être leader, parce que le monde a besoin du leadership européen là-dessus. Bien sûr, il y a beaucoup de risques d'échec, mais la seule façon d'échouer à coup sûr, c'est l'inaction. Et donc, prenons le risque d'entraîner une coalition mondiale, d'investir, peut-être de surinvestir de temps en temps, mais je crois qu'il y a là un domaine où l'Europe est unie et où elle est en avance sur les autres. J'aime bien citer ces temps-ci, dans ces temps de doute, et je partage avec vous la dernière phrase de Léon Blum, mort en 1951, sa dernière phrase de son dernier édito du Populaire, c'est la suivante: « Je le crois et je l'espère, je le crois parce que je l'espère ». Je trouve que c'est un beau programme. Eric, j'espère que tu as préparé une citation, donc je te passe la parole. Non, moi j'avais prévu de citer François Villeroy de Galhau, mais je le ferai tout à l'heure. En fait, je vous propose un raisonnement qui est le suivant. D'abord, dans les gens très sérieux, il y a les banquiers centraux, puis il y a aussi les réassureurs suisses. Et il y a un réassureur suisse qui a fait une analyse sur ce qui se passerait en 2050 dans la trajectoire actuelle de dérèglement climatique. On aurait une baisse du PIB mondial de 20%.
Donc en réalité, la décroissance, elle arrive si on ne fait rien, parce que le dérèglement climatique coûte 1700 milliards de dollars par an à notre économie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que, modestement, et ça sera la seconde de publicité pour la Caisse des dépôts, nous essayons de faire, notamment en France, c'est-à-dire participer à la baisse de 50% d'ici à 2030 des émissions de gaz à effet de serre. C'est un engagement européen, c'est un engagement français, c'est un engagement qui est redoutablement exigeant. Pour faire ça, il faut s'occuper des grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut commencer par le logement et les bâtiments. Et la rénovation thermique des bâtiments publics, privés, logement social, ça coûte très cher. Et j'y reviendrai par la suite. En réalité, ça ne rapporte pas grand-chose, même si on fait des économies d'énergie. Il faut transformer toutes nos mobilités, transformer les voitures carbone en voitures électriques, mettre des bornes de recharge, transformer toutes les mobilités collectives en mobilité douce, ce que nous sommes en train de faire, avoir des bus électriques, des bus à hydrogène. Ça veut dire aussi s'occuper naturellement de nos énergies nouvelles renouvelables. Et on voit, même si ça fait débat, les éoliennes, les panneaux solaires, le nucléaire aujourd'hui et encore plus demain. Tout ça est coûteux. Et puis enfin, il faut entièrement transformer notre industrie et notre processus industriel pour que notre industrie soit décarbonée. Ce qui veut dire, sans doute, parce que ce qui est important, ce n'est pas les émissions de carbone, c'est l'empreinte carbone de tout le cycle, ce qui veut dire probablement qu'il faut rapatrier beaucoup de production en France, puisque nous avons une énergie décarbonée et qu'ensuite on est dans des boucles courtes, il y a moins de transport. Tous ces sujets-là, c'est le chiffre que citait François à l'instant, demandent des investissements massifs. En ce qui concerne la Caisse, nous avons prévu d'investir dans cette transformation 60 milliards d'euros dans les 5 prochaines années. Les économistes nous diront ce qu'il en est. Moi, je pense qu'on ne sait pas investir autant sans qu'il y ait croissance, et incidemment, et François l'a dit, je n'y reviens pas, la décroissance entraîne des conséquences politiques et sociales qui sont massives et que nous souhaitons éviter. Alors, je voudrais insister très brièvement sur 2 conséquences de ce qui précède, parce que je trouve qu'elles ne sont pas assez analysées. En réalité, beaucoup de ces investissements, qui sont coûteux, n'ont aucun retour économique. J'étais hier chez un grand industriel de la région qui va s'équiper pour réduire encore son empreinte carbone. Ce sont des millions d'euros qui sont coûteux et qui vont dégrader son exploitation. Et donc, ça va contribuer à baisser la rentabilité, en tout cas dans un certain nombre d'activités économiques. Et puis l'autre effet qui est plus embêtant, c'est que la transformation écologique et énergétique, elle coûte très cher aux gens. Elle coûte très cher aux gens. On le voit très bien sur la voiture. Les personnes qui ont besoin de leur voiture vont passer d'une voiture diesel qui sont depuis 20 ans à un véhicule électrique qui est plus coûteux. L'agriculture bio, sans engrais, c'est plus coûteux. Et on peut le faire pour la plupart des sujets. Donc, pour que les gens, notamment les gens les plus modestes, fassent face non seulement à l'inflation, mais qui va être maîtrisée, j'en doute pas, mais à l'augmentation régulière du coût liée à tous ces investissements qui n'ont pas de rentabilité économique, qui ne sont faits que pour protéger le climat, il faudra augmenter les revenus. Et donc, il me semble que la seule façon de boucler l'équation, et on est sur un sujet qui est aussi redoutable que les gilets jaunes, c'est que la synthèse de tout ça, c'est baisser le coût du capital et baisser la rentabilité du capital à un moment où les taux longs, malgré tout, se tendent. Mais on était dans une longue période où les taux longs étaient très bas et la rentabilité du capital très élevée. Là, on va devoir accepter une rentabilité moindre, sinon le bouclage ne se fait pas. Donc en réalité, ce qui est devant nous, me semble-t-il, ce n'est pas tellement la question de croissance ou décroissance, c'est de savoir quelle est la forme du capitalisme qui nous permettra une allocation efficace des investissements dans un environnement où il faudra donner plus au salaire et plus à des investissements sans rentabilité économique. Merci. Oui, c'est un très bon point, ce point sur la rentabilité du capital. Jean-Pierre, sur le point de vue de la SNCF. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, on va passer aux travaux pratiques, parce qu'on va rentrer dans le secteur de la mobilité ferroviaire. Peut-être quand même répondre rapidement à la question posée, croissance ou décroissance.
Deux réponses de principe. La principe générale, elle est simple. Enfin, je vais redire un peu la même chose, mais en conviction. La croissance décarbonée, oui. La croissance carbonée, non. Et donc, se pose la question ou de la réduction ou du verdissement des activités décarbonées. Je crois qu'on le dit tous avec nos mots, mais il y a cette conviction profonde qui nous anime et ça s'adapte à tous les secteurs. Sur le ferroviaire ou la mobilité, d'abord, avant de parler de ferroviaire, je me place dans l'univers France-Europe, hein, qui est notre univers de proximité. Je ne vois pas comment on réduit la mobilité. La mobilité, on peut toujours y penser, mais la mobilité, quand on y réfléchit, pour les voyageurs, c'est le lien, c'est les échanges, c'est la découverte, c'est le contact, c'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait vivre ensemble. Si on reste chacun dans notre coin, le vivre ensemble, il va exploser très vite. Donc on a besoin de se voir, on a besoin de se connaître, on a besoin de travailler ensemble. Et la France et l'Europe, ça passe par là. En fait, on passe beaucoup de... On a le sujet de la construction européenne, on a le même sujet de la construction française. Les marchandises, n'en parlons pas. Il n'y aura jamais toutes les usines à côté de chez nous. Il faudra bien que les usines se situent quelque part en Europe, peut-être davantage que dans le monde, quoique la mondialisation restera, peut-être sous des formes différentes. Ça a été abordé aussi dans des tables rondes d'aujourd'hui. Et donc, il y aura bien des marchandises qui vont se déplacer. C'est pas autrement. Sans parler de l'e-commerce, qui est aussi rentré dans nos usages. Voilà, donc je ne vois pas comment on pourrait penser une réduction de la mobilité des voyageurs et des marchandises. Si j'applique ces deux principes ces deux principes à mon sujet, ben j'ai l'impression que je suis du bon côté. Il y a un coup de chance, là, le ferroviaire semble du bon côté. Le ferroviaire parce que français, parce qu'électrique décarboné, ça ne marche pas. Si c'est au diesel, ça ne marche pas. Si c'est à l'électricité faite à des centrales au charbon, ça ne marche pas. Bon, on a de la chance, il faut le garder et le cultiver. On a une électricité décarbonée, nucléaire, énergie renouvelable, c'est très important. Le projet, moi, que je porte en appliquant ces principes, c'est effectivement, tout en respectant les autres modes, enfin, ce n'est pas un discours anti-mode routier, on a besoin, et le ferroviaire ne pourra jamais remplacer toutes les voitures et tous les camions, ça n'existe pas, ça aussi. Hein. On en rêverait peut-être, mais ce n'est pas réaliste. On souhaite quand même, pour autant, avoir une part de marché plus importante du ferroviaire, parce que c'est bon pour la protection de la planète, il y a quand même quelques chiffres là qui s'établissent. Un chiffre que j'aime bien citer, le TGV, 50 fois moins d'émissions de CO2 que la voiture. Et par rapport à l'avion, 80 fois moins. Donc il y a un impact évident de réduction des émissions quand on fait passer des voyageurs et des marchandises du mode routier vers le mode ferroviaire. Ça c'est vrai. Il y a l'énergie aussi, parce que l'énergie devient un sujet à cause de l'Ukraine. Ça consomme moins d'énergie. C'est une réalité physique. Il y a quelques ingénieurs avec nous. En fait, le train, ça ne frotte pas. La roue en fer ne frotte pas sur le rail en fer ou en acier. Et vous savez, quand on coupe la traction dans le Morvan, vous finissez d'arriver à la gare de Lyon. Voilà, le pneu, alors là, un grand spécialiste à côté de moi, mais par principe, il accroche. Et il est fait pour d'ailleurs, hein, pour pas que les voitures partent dans le décor, le pneu il accroche, et donc il y a du frottement, et donc il y a une consommation d'énergie. Et le rapport n'est pas négligeable, hein, selon les sujets, c'est au moins 2 à 5. Donc en gros, le ferroviaire consomme moins d'énergie. Donc deuxième intérêt. Il y a un troisième intérêt en termes écologiques, c'est l'emprise au sol. L'emprise au sol, elle est plus réduite, donc on peut faire passer beaucoup plus de masse de marchandises et de voyageurs sur une emprise au sol plus réduite. C'est aussi un intérêt. Pour passer maintenant, comment on fait? C'est le réseau. Le réseau, c'est souvent les sujets qu'on ne voit pas. On ne parle jamais assez des réseaux, en fait. Quand vous prenez le train, vous voyez votre train, vous avez un commentaire sur le train, vous ne réalisez pas, quand vous êtes venu, j'espère, en train, à Aix-en-Provence depuis Paris ou d'autres villes, sous votre train, vous avez un réseau exceptionnel. C'est un réseau qui est au millimètre. Vous avez des ouvrages de franchissement sur le Rhône au millimètre près d'une rive à l'autre. C'est comme ça qu'on roule à la vitesse d'une Formule 1. Vous avez roulé à la vitesse d'une Formule 1. Vous n'avez pas rendu compte. Imaginez une Formule 1. Le pilote, il a un casque, un harnais, et vous avez discuté tranquillement. Vous avez bu votre café à la vitesse d'une Formule 1. Voilà. Entre parenthèses, il y a de la valeur qui est mise là-dedans. Le problème du financement, pour là aussi en deuxième partie, pour tenir compte des 6 minutes, finalement, j'avais quelques complexes à dire que ça coûtait 100 milliards, mais j'en ai beaucoup moins quand j'entends les sommes en jeu. On est petits joueurs finalement, avec 100 milliards pour doubler le ferroviaire en voyageurs et en marchandises. Voilà, on se rend bien compte que c'est une somme dont il ne faut pas avoir peur en tout cas. D'autant plus qu'on parle sur un effort de 10 à 15 ans. Voilà, peut-être aussi un commentaire européen. Nos grands voisins l'ont décidé, nous on est encore en train d'en parler. Les Allemands ont décidé 86 milliards d'euros d'investissement sur le réseau ferroviaire en 10 ans, 8,6 milliards par an. Et nos voisins italiens, c'est encore plus spectaculaire, en ayant capté un gros bout du plan de relance européen, ils sont meilleurs que nous peut-être sur ces sujets-là, ils ont décidé 170 milliards d'euros sur le réseau ferroviaire. Voilà, et nous on est là en train d'hésiter. Bon, peut-être cette hésitation qu'on arrive à la surmonter. Dire aussi que c'est 100 milliards, au-delà du fait que j'ai dit que c'était sur 10 à 15 ans, c'est que 50 milliards sur le budget de l'État, et pourquoi pas une fiscalité en face?
On a aussi parlé d'effort et d'acceptation de l'effort. Même s'il faut prendre des précautions au plan social, il n'est peut-être pas complètement interdit de penser une forme de fiscalité, ne serait-ce parce que le transport, ça crée de la valeur. On n'a jamais bien réussi à capter la valeur créée par les transports. Peut-être qu'il faudrait y arriver ce coup-ci, à mettre en face des 50 milliards du budget de l'État. Et puis il y a les collectivités. Si on développe les RER dans les grandes villes de province, les régions, les métropoles accompagneront cet investissement. La SNCF elle-même peut engager une partie de son cash flow sur 10-15 ans pour financer cet effort-là. L'Europe, on voit bien qu'on se débrouille peut-être moins bien que d'autres, c'est le moment d'être inventif et plus efficace. Et puis l'argent privé, je pense que sur des LGV, sur des choses comme ça, ou des investisseurs publics, ou sur les gares par exemple, cher Eric, je pense qu'on peut trouver aussi des investisseurs dans une logique d'investisseurs avec un vrai TRI, avec un vrai retour sur investissement, peut-être avec une rémunération du capital un peu plus ajustée. Je pense que ça fait partie aussi du paysage. Je pense qu'on peut trouver 100 milliards. Et pour conclure, vous savez, la SNCF ou le ferroviaire a déjà changé une fois la France. C'est le TGV. Imaginez la France sans le TGV, un instant. Vous ne seriez pas venu à Aix en 3 heures, vous seriez venu je ne sais pas comment, en voiture, en avion, c'est compliqué. Voilà, imaginez la France sans le TGV. Le TGV, c'est 100 milliards, tiens, c'est la même somme. Mais c'est en 40 ans, là il faut le faire entre 15 à 20 ans parce qu'il y a urgence, et c'est la SNCF qui a payé, là elle ne peut pas payer. Il va falloir trouver autre chose parce qu'on n'est pas conçu pour payer. Donc il faudra que d'autres personnes arrivent à faire cet investissement. Et là, c'est plus pour la grande vitesse, c'est pour les trains de la vie quotidienne, pour que les gens aient une alternative véritable à la voiture. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Donc il faut passer au quart d'heure, par exemple, pour la desserte des grandes villes. Et puis c'est pour le fret. On est le mauvais élève de l'Europe. Là, je rappelle que la moyenne européenne en fret ferroviaire, c'est 18%. Les bons élèves sont à 30, 32. L'Allemagne est à 22. Nous, on n'est qu'à 9. On est vraiment dans le mauvais côté. Et je pense que là aussi, quand on voit les autoroutes, quand on voit les rocades autour des villes, quand on voit malgré tout la pollution, parce que ce n'est pas encore demain que les camions rouleront avec des moteurs hybrides, je pense que ça vaut le coup qu'on fasse un effort collectif pour faire en sorte qu'on double le nombre de marchandises transportées par le train. Voilà, donc en conclusion, moi j'allais dire que je suis plutôt encouragé par les exposés précédents, avec beaucoup plus de globalité et de hauteur de vue, parce qu'au fond, modestement, je trouve que le projet du ferroviaire, le projet du x2 s'inscrit tout à fait dans les deux logiques que vous avez exprimées. Donc je me glisserai très volontiers dans les impulsions données par mes prédécesseurs, et je pense qu'il faut le faire, vraiment il faut le faire, et j'espère que nos décideurs politiques auront le courage de le faire. Bon, Florent, il y a du travail sur le pneu maintenant. Alors c'est ça. Donc Jean-Pierre le sait, je viens d'une ville qui n'est pas TGV et qui est très fervente supporter d'un investissement minimum pour réduire la distance entre Clermont-Ferrand et Paris. Alors peut-être que par rapport à ce qui a été dit par les prédécesseurs au micro, je voudrais dire que cette question de la décroissance, elle pose quand même, pour moi, la question du modèle de développement qu'on a eu jusqu'à présent et qui a conduit le monde là où il est aujourd'hui, avec quand même beaucoup de progrès. Il ne faut pas oublier quand même que nous avons énormément progressé. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui sont restées posées, beaucoup de gaspillage, beaucoup d'inégalités dans la répartition de la richesse, beaucoup de réchauffement climatique. Et donc derrière, pour moi, la question ne se pose pas en solution du type il faut décroître immédiatement, parce que derrière, socialement, c'est pas possible. Quand vous avez la moitié du monde qui vit avec moins de 5,5 $ par jour, comment vous pouvez leur expliquer que le modèle de croissance qui a fait la richesse de ce qu'on vit en France, par exemple, ne leur sera pas disponible? Et derrière, ils seront contraints, ils ne pourront pas avoir accès à la croissance. Donc, parmi les questions que nous nous sommes posées chez Michelin, c'est finalement de nous dire, quand on met uniquement l'emphase sur la valeur économique créée, on perd une certaine dimension. Et ça a été dit, quelle est la valeur pour les personnes qui est créée et quelle est la valeur ou la contre-valeur créée pour la planète. Et ces deux autres dimensions, aujourd'hui, on n'a pas de métrique, de système de mesure qui permettent de donner des équivalences. Donc le prix du CO2, nous par exemple, nous sommes extrêmement favorables parce que chez Michelin, nous avons instauré sur tous les projets d'investissement, sur toutes nos actions, un prix du CO2. Et nous nous sommes rendus compte d'ailleurs qu'un CO2 à 100 € la tonne ne fait varier aucun projet, compte tenu du coût d'acquisition aujourd'hui des énergies fossiles. Donc on s'est dit, 100 €, c'est pas assez cher, donc il va falloir le monter. Alors jusqu'où on faut voir, mais cette question
posée, elle est très importante. La question de la répartition de la richesse pour les personnes. Alors les personnes, c'est au sens aussi des fournisseurs, des clients, mais aussi des salariés, des entreprises. La question de cette répartition de la valeur pour les personnes, elle est cruciale parce que si on veut accélérer dans les technologies, et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de trouver des moyens technologiques de résoudre les problèmes que nous avons nous-mêmes créés, c'est de trouver un système de répartition de la valeur plus juste. Et il nous faut innover en écosystème. Et si vous voulez innover en écosystème, si vous avez un système de répartition de la valeur sur lequel vous n'irriguez pas votre champ de fournisseurs et il n'y a pas de valeur créée pour vos clients, ni pour vos salariés, en fait, vous n'avancez pas. Vous ne pouvez pas développer la technologie. Donc pour innover, il faut penser autrement la répartition de la valeur en écosystème. Et c'est le même sujet, d'ailleurs, entre les différents pays du monde. Lorsque vous avez des pays qui rémunèrent sur une base 100 et d'autres pays qui ne peuvent rémunérer que sur une base 10, quand le travail est aliénant et qu'il n'est pas porteur de développement, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, du coup, vous avez une inégalité profonde qui se crée entre différents pays et qui conduit, malheureusement, à des situations très dommageables. Alors, comment on fait pour changer le modèle, d'un modèle strictement économique qui nous a construit jusqu'à présent, un système qui permet d'être plus équilibré entre trois dimensions, la valeur créée pour les personnes, la valeur créée pour la planète et la valeur créée d'un point de vue économique. Et tant qu'on n'aura pas rééquilibré ces valeurs, je pense qu'on sera en très grande difficulté pour être capable d'innover et pour avancer vite. Voilà, dans le pneu, nous avons bien sûr tout un champ d'innovation et il faut être très optimiste. Il y a 3 ans, nous avons lancé un objectif très ambitieux de dire que tous nos pneus, et nous en fabriquons à peu près 200 millions par an, tous nos pneus seront à base de composants 100% durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront soit biosourcés, des composants biosourcés, soit des composants recyclés. On n'avait absolument aucune idée de comment on allait faire, sachant qu'aujourd'hui, notre contenu dit durable, c'est 28%. En 2 ans, nous sommes passés d'une vision où on s'était dit à l'horizon de 2030, on sera peut-être capable d'atteindre 40%, à une vision dans laquelle maintenant on est à peu près sûr d'atteindre 50% dès 2030. Et plus on avance, plus on trouve des opportunités d'innovation. Parce qu'en respectant le principe de la répartition de la valeur vers nos fournisseurs ou vers nos clients, on accélère énormément dans l'innovation. Alors j'ai un champ d'innovation avec la SNCF. On a développé un engin qui peut aller sur les routes avec des pneus et puis qui peut aller sur les rails avec des roues. Et puis je tiens à dire d'ailleurs que la raison pour laquelle on consomme moins d'énergie sur le rail, c'est pas uniquement parce qu'il y a le frottement, c'est aussi parce que la roue en fer ne se déforme pas. Et le pneu, lui, se déforme. Voilà. Et on a des champs d'innovation avec CMH et CGM en permanence pour essayer de définir ensemble finalement sur quels domaines nous serons plus rapides à deux que tout seul. Avec après, bien sûr, la question de la répartition de la richesse. Et là, ça donne toujours des discussions très intéressantes. Voilà, donc moi je voulais vous témoigner que il faut être parfaitement optimiste et la voie qui est la seule voie possible, la voie d'une croissance raisonnée, est parfaitement faisable. Rodolphe, un autre moyen de transport. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Pour répondre à la question, bien évidemment, en ce qui me concerne, il faut de la croissance. Pourquoi est-ce que la décroissance n'est pas souhaitable? Pour 3 raisons. 1, les pays en développement ont besoin de croissance pour continuer à se développer. 2, comment financer la transition écologique s'il n'y a pas de croissance? Et puis 3, au niveau de l'emploi, si on est en décroissance, c'est certainement pas bon pour l'emploi. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau de la croissance. Et j'entends le partage de richesses et j'entends toutes les questions qui sont posées sur le transport maritime, les tarifs de fret, etc. Le partage de richesses, bien évidemment qu'il y a un partage de richesses qui doit s'opérer. Le groupe CMA-CGM
depuis plus de 40 ans, réinjecte tous ces bénéfices dans son développement, que ce soit dans des investissements dans des sociétés de logistique ou alors dans des prises de participation dans d'autres sociétés, des commandes de navires, des commandes de conteneurs. Plus de 90% de nos bénéfices sont réinjectés dans la société. Donc moi je pense, en ce qui me concerne, c'est une manière de partager la richesse qui est pas mal. On aura toujours à dire que ce n'est pas assez ou que ce n'est pas suffisant, peut-être. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est déjà très bien. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Et on a une série de batteries de mesures qu'on essaye de mettre en place, surtout dans cette période compliquée où le pouvoir d'achat des Français est soumis à rude épreuve. On essaye de faire de notre mieux par rapport à ça, avec, comme je disais, une série de mesures. Ce qu'on a souhaité également concernant la croissance, c'est de la réfléchir autrement. Parce que l'objectif au départ, c'est de protéger la planète. Et qu'est-ce qu'il faut essayer de faire par rapport à cet élément-là? Donc continuer à croître comme on l'a fait depuis de nombreuses années n'est pas souhaitable. Donc il faut réfléchir un peu autrement et un peu différemment. Ce qu'on a souhaité faire, nous, c'est miser sur l'innovation technologique et accélérer les investissements, comme je vous le disais, dans les opérations d'acquisition et de croissance externe du groupe. Ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est de réfléchir un peu différemment à comment croître. Quels sont les axes qu'il faut qu'on développe davantage? Bien évidemment, tout ce qui concerne l'écologie, tout ce qui concerne la protection des collaborateurs, tout ce qui concerne les sujets sociaux et sociétaux. Un groupe comme le nôtre, qui est un groupe familial, a comme objectif, pas son résultat à la fin du trimestre, mais le temps long, les investissements sur le long terme. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres grands groupes. C'est qu'on souhaite à chaque fois regarder loin, investir sur le long terme. Un navire, on l'amortit sur 25 ans. Et on opère une flotte de 550 navires à travers le monde. Ce qu'on souhaite et ce que je souhaite continuer à faire, c'est à développer un groupe qui soit un champion national. Et on essaie, de par nos investissements, de continuer à avancer dans cette direction. Ce qu'on souhaite aussi pousser, c'est tout ce qui concerne l'acheminement de marchandises dans l'économie circulaire, également dans les produits de deuxième main ou également les produits recyclés. On encourage et on note que les trafics intra-régionaux se développent fortement. Il y a quelques années, la plupart d'entre vous, quand vous achetiez un congélateur ou un frigidaire, il venait de Chine et il faisait un long voyage avant d'arriver dans votre cuisine. Aujourd'hui, la plupart viennent de Turquie et probablement d'autres pays d'Europe de l'Est. Donc on est en train d'essayer d'encourager ces mouvements en renforçant nos services et notamment les services intra-européens, intra-régionaux, voire même intra-asiatiques. Pour revenir et peut-être pour un mot de conclusion, je pense que la croissance est nécessaire, on en est tous convaincus, mais par contre pas n'importe comment et pas n'importe laquelle. Et pour nous, c'est un sujet en tant que grand groupe français très présent à l'international, il faut qu'on reste responsable et il ne faut pas qu'on soit ébloui par nos résultats. Et comme je vous ai dit, on prend des mesures, on essaye de faire beaucoup de choses, certainement pas assez d'après ce que disent certains, mais on va continuer à faire tout ce qu'on peut pour continuer à développer notre croissance, mais une croissance qui prenne en compte la planète, parce que sans planète, il n'y a pas de transport maritime, il n'y a pas de logistique. Merci. Now I want to give the floor to Alissa Bars, who's giving us a very interesting point of view. Alissa Barcena, qui va nous donner son point de vue pour l'Amérique latine, qui est très intéressant. Merci beaucoup. Je suis désolé, je ne pourrais pas parler français, mais je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, j'aimerais peut-être soulever une question qui me paraît importante, c'est les asymétries croissantes entre les pays en développement et les pays développés. Je pense que Rodolphe a mentionné cela très clairement. Donc, il y a très peu d'espace pour les pays en développement qui affronter une décroissance. Et au vu de ces écarts très importants que nous avons,
au niveau de l'économie, de la santé, des réponses aux crises, des conditions climatiques. Moi, j'ai 3 idées que j'aimerais partager avec vous. D'abord, pour ce qui est des coûts de développement, nous sommes d'accord que dans des régions comme les nôtres, la croissance économique ne peut pas se poursuivre avec l'extraction de nos ressources naturelles à des coûts de main-d'œuvre réduits finalement. Et on ne parle même pas de la durabilité et la décarbonisation. Donc, ce que je voulais, ma première idée, pardon, c'est la croissance sélective. La croissance sélective, c'est ce qu'il nous faut, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Les investissements qui créent de la valeur, le bien-être social et la durabilité. Le développement durable. Nous avons identifié dans les Caraïbes et l'Amérique latine 8 secteurs qui nous permettraient d'agir dans ce sens, mais le défi, c'est l'innovation et des systèmes de production qui peuvent créer de la valeur, alors tout en réduisant les impacts sur l'environnement. Quels secteurs ont été ciblés? Les transitions pour les énergies renouvelables, on a évalué le coût. Il faut un investissement de 1,3 % du PNB annuellement, c'est-à-dire de basculer vers des énergies renouvelables partout dans la région de l'Amérique latine. On peut créer 7 millions d'emplois et il faut qu'on agisse tous les ans pour les prochaines 8 années. Et ça, c'est tout à fait faisable sur le plan de l'électricité. Deuxième chose, c'est le bâtiment et les véhicules liés à l'électromobilité. Le troisième point, c'est l'économie numérique. Il nous faut vraiment qu'on numérise de plus en plus vers une économie digitale. Et on a calculé le coût de numérisation de tous les usagers, finalement, pour donner l'accès à Internet au plus grand nombre. Et donc, pour l'agriculture également, il faut travailler sur un développement durable dans ce sens-là et aller dans cette direction. Et l'économie circulaire, l'agriculture et l'économie circulaire où il faut investir. Mais tout cela est lié à l'industrie manufacturière. On ne peut pas on ne peut pas compter sur des industries d'extraction seulement. Il faut qu'on fabrique, qu'on ait une industrie manufacturière. Et c'est pour cela que la coopération internationale est importante. On aura besoin de l'aide des pays développés et des pays européens pour libérer justement les brevets qui visent à développer les activités dans le développement durable. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, c'est vraiment les pays en développement en ont besoin. Et bon, des investissements massifs, publics, privés, avec un cadre réglementaire adéquat. Il faut qu'on passe à 19 % du produit national brut à 26 % du PNB annuellement en termes d'investissement. C'est la moyenne dans le monde. Et donc, il nous faut ensuite repenser les politiques publiques et le secteur public dans ces processus d'innovation et la relation entre les secteurs publics et privés. Parce que les marchés et les activités économiques ne peuvent pas créer de la valeur. Il est très important qu'ils bénéficient des services fournis par l'État, la santé, l'éducation, etc. En Europe, vous avez résolu ce problème, mais cette situation n'est pas résolue en Amérique latine. Il y a beaucoup d'écart entre nos deux régions. Et dans les infrastructures de base, par exemple, 166 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et 400 millions de nos habitants n'ont pas d'installation sanitaire. Donc l'investissement dans ce secteur est tout à fait essentiel. Ce n'est pas seul. Et donc c'est faisable, c'est possible en assurant des joint ventures entre les secteurs publics et privés. Donc la troisième idée que je voulais soumettre, c'est donc il faut qu'on accepte la notion que la création de valeur économique est un processus collectif où la distribution de richesses aura un impact sur le développement. Je suis totalement d'accord que c'est vraiment... Il faut distribuer les revenus du capital vers la main-d'œuvre. Il faut que l'on déplace le capital vers la main-d'œuvre et avec des investissements durables. Et l'économie de la connaissance est une voie très importante. Il faut que l'on change nos économies vers des biens basés sur la connaissance. Il faut également que l'on ait un cadre réglementaire et politique qui n'impose pas
la main-d'œuvre, mais l'énergie et la matière. Et il faut qu'on accepte des notions comme par exemple un revenu minimum. Parce que dans nos régions, nous avons 200 millions de personnes qui vivent dans un état de pauvreté dans un continent de 650 millions d'habitants. Et donc nous avons très nombreuses personnes qui sont dans une situation de pauvreté et qui ont besoin d'un revenu minimum. Et effectivement, tout en développant l'éducation. Donc je crois qu'il faut que l'on travaille à une croissance convergente, pas n'importe quelle croissance. On a calculé qu'il nous fallait une croissance de 4% du PNB et en investissant dans l'égalité également. Et si on est capable d'avoir une convergence, c'est-à-dire en parlant de l'environnement, du social et de l'économie, on va être en mesure de décarboner notre économie et, plus important, de se diriger vers une meilleure qualité de vie. On a calculé que 1,5% des plus riches doivent accepter que leurs biens soient transférés par des instruments fiscaux ou d'autres mécanismes, que 1,5% soit transféré aux 10% les plus démunis. Ce sont des solutions concrètes, mes amis. La décroissance, oui, d'accord, bon, on peut se permettre la décroissance dans les pays développés, mais qu'il y ait un transfert vers les pays en développement. Donc, c'est les points que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. En passant, avant de passer la parole, une chose que je pense qui est inacceptable, c'est que l'Europe et les États-Unis utiliser autant d'argent dans le domaine du militaire. Je pense que c'est plus acceptable. C'est plus possible que l'on affecte autant d'argent dans le militaire. C'est inacceptable. Merci. Merci, Alicia. Quelques minutes pour débattre. J'avais une question peut-être pour qui veut prendre cette question. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est des qualifications, de l'emploi, etc. Est-ce que c'est un problème dans vos entreprises? Est-ce que la transition va changer profondément la nature des emplois et comment vous attaquez cette question? Est-ce qu'il y a une... Oui. La question... So the question of ongoing training all through this transition is essential. Our estimate is that within 5 years... 1% des métiers ne sont pas encore définis aujourd'hui. Donc du coup, toutes les formations, aussi excellentes soient-elles, qui existent aujourd'hui, ne seront pas adaptées parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc on a un effort de reconception finalement d'une formation où on apprend des techniques à une formation où on apprend à apprendre. Et c'est un énorme sujet qu'on voit, et principalement en France d'ailleurs, et j'en profite pour dire, il faut impérativement avoir un contenu mathématique de base. Et pas pour être spécialiste en maths, simplement pour pouvoir faire des règles de 3, des choses vraiment basiques, de dire ça c'est plus gros que ça. Et aujourd'hui dans les entreprises, et notamment quand je recrute certains étudiants, je suis surpris par la manière dont ils raisonnent. Et ça, dans le monde dans lequel on est, la transition, elle sera possible grâce à la technologie. Il nous faut un contenu scientifique de base et qu'on n'a pas. François. Non, dans le prolongement de ce que Florent vient de dire, je trouve qu'il y a une bonne nouvelle dans ce qu'Alicia nous a dit, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est que la révolution climatique et la révolution numérique vont dans le même sens. Et dans la requalification des emplois dont on parle, il y a évidemment beaucoup de préparation à la digitalisation et au numérique. Ça, si ça peut être une bonne nouvelle d'Aix, parce que beaucoup de nos concitoyens hésitent en disant « je consomme à distance avec mon iPhone, etc. » Il y a un peu de consommation qui doit être maîtrisée, mais il y a énormément de gains. Et je pense qu'il faut qu'on accélère vraiment dans ces deux traces parallèles. Est-ce que j'ai le droit, Patrick, de revenir sur la question qu'Éric Lombard évoquait de la rentabilité du capital et des investissements? Je voulais y revenir de toute façon, donc vas-y. Ah, je triche alors. Non, parce que je crois que Éric et puis Alicia y est revenu, ont posé une question absolument centrale par rapport à cette masse d'investissement dont tu as parlé
c'est comment est-ce qu'on les amène au-dessus du seuil de rentabilité. Ils n'y sont pas aujourd'hui, soyons clairs. Alors je pense qu'il y a 3 leviers. Il y en a un qu'Éric a évoqué, c'est d'abaisser ce fameux seuil de rentabilité. Et là, je partage totalement l'orientation. Honnêtement, c'est un échec des 10 dernières années. On a amené les taux d'intérêt très bas, on y a contribué, je crois qu'on a bien fait. Mais quand vous regardez le coût du capital en entreprise, l'exigence, je parle sous le contrôle des chefs d'entreprise, l'exigence de retour sur investissement, elle est restée en gros à 2 chiffres, elle n'a pas beaucoup bougé. Bon. Il faut que ça baisse. Le problème, c'est que c'est une variable purement privée. Ça ne relève pas de monitoring public. Je crois qu'à tout le moins, il faudrait qu'on le suive dans le débat public. Je signale quand même 2 autres leviers, parce que ceux-là, je vois encore mieux comment on les active pour arriver au-dessus du seuil de rentabilité. Éclairer les risques climatiques, écologiques d'un investissement à long terme. Alors ça, c'est tout l'enjeu de la finance verte et du boulot qu'on fait nous, la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, comme superviseurs. Aujourd'hui, quand il y a une décision d'investissement sur 10 ans, sur 15 ans, avec le financement associé, la décision doit intégrer les critères extra-financiers climatiques. Ce changement, je pense que c'est gagné. On a encore des progrès de méthode à faire, mais ça permet évidemment de changer l'ordre de priorité des investissements et de faire monter vers le haut de la pile les investissements à fort contenu climatique. Et puis, pardon d'y revenir, mais Florent Menegaux l'a évoqué, la question du prix du carbone. La meilleure façon de rendre l'investissement rentable, c'est quand même de donner un prix au carbone. Et moi, je veux dire que si on n'arrive pas à ça, je ne suis pas très optimiste sur notre capacité à mobiliser des financements privés pendant les décennies. J'ai parlé du débat interne en Europe, les gilets jaunes, etc. Mais soyons clairs, le cœur du débat ici, il est avec les États-Unis. Le mouvement de l'administration Biden sur le carbone, c'est remarquable, dans les forums internationaux, dans la régulation, etc. Mais malheureusement, il manque une pièce essentielle, c'est le prix du carbone. Nos amis canadiens y vont. Ils vont du coup introduire de l'ajustement aux frontières. Je crois vraiment là que si on veut faire bouger la finance privée vers l'investissement, il faut changer l'incentive économique. Éric, tu voulais... Oui, si j'ai un droit de rebond sur ce que vient de dire François et ce qui a été dit. En fait, le coût du capital, c'est un accord implicite entre des acteurs économiques. Ça a été un temps 15%, et puis aujourd'hui, on se dit, en fait, 8 à 10. Et on le fait, du coup, on le promet aux investisseurs. On peut tout à fait décider que ce coût du capital est moindre. C'est ce que nous avons décidé à la Caisse des dépôts sur les activités d'intérêt général, où on a dit que c'était 4. Alors vous allez me dire, c'est facile, vous êtes public. C'est vrai, mais comme nous n'avons pas d'actionnaires, nous devons être rentables. Donc la rentabilité, elle est encore plus essentielle pour nous que pour un acteur privé, parce qu'on ne peut pas faire appel au marché. Et donc ce 4%, c'est un engagement citoyen, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont y aller. Et il y a 2 façons d'y aller. Il y a ce dont je parlais, et la Première ministre d'ailleurs était sur cette tonalité dans son discours de politique générale. Les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires quand c'est possible. Encore une fois, il y a des demandes, il y a des besoins, il y a une tension sociale dans ce pays qui s'exprime à divers titres. Donc l'accord de place peut aller vers une exigence moindre. Et puis dernier point, on voit bien que ce qui s'est passé depuis ces 20 dernières années avec ce coût élevé du capital a eu comme conséquence mécanique, mathématique, Florent, c'est une augmentation massive de patrimoine de ceux qui en avaient, et le fait que ceux qui n'en ont pas n'en ont toujours pas. Et donc un écart de richesse qui est politiquement inacceptable et qui est de moins en moins accepté. Et donc il faut mettre à profit la séquence qui s'ouvre avec la transformation écologique pour que le modèle social soit également changé. Et ce n'est pas un propos marxiste, ou peut-être que si d'ailleurs, mais il n'y avait pas que des fausses dans Marx, mais je pense que cette réflexion, elle est importante. Et j'ai envie de conclure ce propos en reprenant le thème du débat. Il faut de la croissance économique et il faut la décroissance du taux de profit. Merci. Jean-Pierre et Rodolphe, vous avez un droit de réponse. Et sinon, nous avons plein de bras dans la salle. Et nous avons 2 minutes.
Donc, peut-être très rapidement, Jean-Pierre. Oui, non, moi, je veux dire que, enfin, pour reprendre ce qu'a dit Eric, je pense que la transition écologique, on a une transition sociale à conduire. Enfin, je pense, moi, j'ai écouté ce qu'a dit Laurent Berger. Il est en train de c'est au même moment. Est-ce que s'il y a un lien ou pas, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une transformation profonde de la relation employeur-employé qui est en train de se passer. Et donc, ça s'intègre aussi à la question posée sur le salariat. Je pense qu'on est en train d'assister à un bouleversement. Et on doit rentrer tout ça dans la réflexion sur comment on associe nos salariés aux transformations qui sont devant nous. Rodolphe, peut-être en réponse aux questions. Oui, alors, si vous voulez extrêmement brièvement synthétiser vos questions. Allez-y, allez-y. Alors, mes excuses, c'est un des dossiers clés sur lequel, en tout cas en ce qui nous concerne, nous sommes engagés avec une magnifique société qui s'appelle CDC Biodiversité. Et pour agir, c'est comme pour le carbone, ça se mesure. Et donc, nous avons créé un indice qui s'appelle le Global Biodiversity Score. J'incite toutes les entreprises, certaines grandes entreprises françaises s'en sont déjà saisies. Il faut que les entreprises mesurent leur empreinte sur la biodiversité pour la diminuer. Et pour la première fois de notre histoire, je peux vous dire que nous avons refusé récemment 2 projets qui étaient rentables, qui étaient utiles, mais parce que leur impact sur la biodiversité était trop élevé à notre goût. Donc c'est en train d'arriver dans les décisions des investisseurs et il faut effectivement que ça accélère, vous avez tout à fait raison. Et j'ajoute 2 choses. Un, je partage le regret du premier intervenant. Nous demandez juste pas de changer de conviction parce que j'aurais du mal à plaider la décroissance. Mais on poursuivra le débat. Sur la biodiversité, alors là, un vrai espoir sur ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. Vous savez qu'il y a une conférence biodiversité, la COP. Alors c'est la COP 15 au lieu d'être la COP 26 pour le climat. Et il se trouve que nous, Français, ça s'est passé à la Banque de France, on a pris l'initiative fin 2017 d'un réseau mondial, NGFS, ça veut dire en anglais réseau pour verdir le système financier. On a énormément progressé sur le climat et on a maintenant la biodiversité avec un papier qui a été publié par la Banque de France l'année dernière. On commence à avoir des chiffres. On est un peu derrière la trajectoire climat en termes de mesures, de stress test, etc. Mais on y va extrêmement résolument. Bon, je vais clore juste avec quelques secondes. Mais il me semble que, d'abord, il y a un espoir, c'est qu'il y a quand même mettre des engagements dans le temps, ça accélère les choses. Donc quand on dit on doit y être là, on s'aperçoit que la recherche avance plus vite, qu'il se monte des systèmes entre entreprises et que les choses vont plus vite quand il y a une échéance proche. Donc finalement, l'échéance proche, en réalité, c'était une bonne idée, ce n'était pas une mauvaise idée. Puis deuxième chose, il me semble que la difficulté que nous avons, c'est des difficultés d'acceptabilité. Le prix du CO2, dont on sait qu'il aurait la bonne vertu de nous mettre sur la bonne trajectoire, c'est à peu près 200 € la tonne. On est à 80. Est-ce qu'on est capable collectivement, socialement, d'accepter un plus que doublement du prix du CO2? C'est quand même relativement douteux. Et donc, on ne pourra pas utiliser que cette incitation par les prix pour y arriver. Et puis du côté des entreprises, je crois que c'était assez clair, tout ceci nécessairement aboutira à une baisse de la rentabilité financière. À la fois parce qu'il faudra faire des investissements peu rentables et aussi parce qu'il faudra mettre en place des politiques redistributives pour corriger les inégalités qui seront générées. Donc inexorablement, les exigences de ROE, les WACC, etc. vont diminuer et en fait se rapprocher
On viendra dans la situation des années 80 où ces exigences de rendement des entreprises n'étaient pas tellement éloignées des taux d'intérêt de marché, alors qu'on s'était totalement écarté de cette situation. Bon, merci à tous d'être restés si tard et bonne soirée.